On y va. Du coup, il faut des gens lundi pour prendre la suite. Exactement. On a fait en fonction des clients. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents dans cette salle pour le débat d'experts sur les produits structurés, une classe d'actifs incontournable pour une diversification réussie, avec 3 intervenants à mes côtés. À ma gauche, plus loin sur ma gauche, Jean-Charles Crucy, responsable directeur d'Equity chez Société Générale. Juste à ma gauche, Jérémy Suissard, responsable de Privalto chez BNP Paribas, 2 marques bien connues des CGP. Et sur ma droite, Pascal Schmitter, responsable commercial partenariat CGP au sein de Crédit Mutuel IM. Brièvement, chacun d'entre vous, si vous pourriez vous présenter en quelques mots. Bonjour. Bonjour. Donc Pascal Schmitter, responsable partenariat CGP chez Crédit Mutuel Investment Manager. Alors c'est le centre de métier de la gestion d'actifs du groupe. On a voulu mettre une plateforme de distribution à partir des 7 sociétés de gestion du groupe qui existent de façon importante et certaines avec des antériorités importantes connues du grand public, de l'asset management, de la gestion alternative, du private equity, enfin à peu près tout ce qui peut se faire en allocation d'actifs. Donc on adresse à des marchés bien spécifiques avec 2 de mes collègues, Michel Marquez et Valentin Derry. On adresse le marché des CGP en distribution externe, ce qui n'est pas forcément intuitif pour le groupe tout de suite, mais qui est un challenge intéressant et épanouissant. En tout cas, on est ravis de venir à votre rencontre. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jérémy Suissard, je suis responsable de l'équipe Privalto. Privalto, c'est l'équipe de la salle des marchés de BNP Paribas qui va être dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine sur la classe d'actifs des produits structurés. C'est une activité qui a été créée en 2005-2006, donc qui existe depuis un petit moment, qui a progressé à mesure que la classe d'actifs des produits structurés s'est aussi développée dans les allocations. Et peut-être en particularité, ce que je peux vous dire sur l'équipe, c'est qu'elle a été récompensée par le magazine Gestion de Fortune comme étant le premier fournisseur des produits structurés pour les CGP 3 années d'affilée. Quant à moi, je suis Jean-Charles Crucy, je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui, c'est bon. Responsable donc de l'équipe Adequity. Adequity, je pense qu'on ne les présente plus. Globalement, c'est une équipe d'une dizaine de personnes qui sont en charge de la relation avec les CGP uniquement. Donc quand vous travaillez avec Adequity, un peu à l'image d'ailleurs de mes camarades, vous travaillez directement avec la salle de marché Société Générale qui est... pour rappel, leader mondial sur les produits structurés. Donc, on est ravis de donner accès à cette expertise au CGPI en France. Merci. Avant de commencer le débat dans le fond, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le poids de la classe d'actifs des produits structurés, voir son poids en France en termes de collecte et d'encours et dans le monde également, si vous avez quelques données à nous donner. Alors, c'est une question qui est pas évidente, parce que c'est assez difficile d'avoir des statistiques sur ce que représente la classe d'actifs de produits structurés dans l'épargne, que ce soit en France et sur d'autres marchés. En effet, il n'existe pas d'association française de produits structurés qui permettrait de regrouper les chiffres de tous les acteurs et de pouvoir vous en restituer les résultats. Et l'autre difficulté, c'est que par rapport à nos confrères asset managers qui parlent en collecte, l'activité sur des produits structurés, ça peut être... ça peut être des flux en fait qui sont réinvestis plusieurs fois par le remboursement par anticipation des produits. Donc voilà, au-delà de ces difficultés, pour vous donner quand même une idée, on va dire que les produits structurés, ça représente en France, tous distributeurs confondus, si on met de côté les institutionnels, entre 12 et 15 milliards d'euros par an. C'est plus que les OPCI, SCPI, pour vous donner une comparaison. Et c'était l'équivalent il y a 2 ans du marché du private equity français. Le marché européen, pour prendre un univers plus large, c'est à peu près 90 milliards d'euros par an. Et il faut savoir que les plus gros marchés de produits structurés sont ni l'Europe ni la France. C'est plutôt aux États-Unis et en Asie que les volumes les plus importants sont investis. Donc voilà, ces chiffres-là pour vous donner une idée de ce que ça représente. Si je reviens sur l'assurance vie, je dirais que c'est à peu près entre 7 et 10% de la nouvelle collecte en unité de compte et 20% des arbitrages. Voilà. Et donc en résumé, partout
partout dans le monde où les taux d'intérêt sont bas, ce qui est le cas depuis un petit moment, il y a besoin de moteurs de performance un peu diversifiants, et c'est dans ces régions-là que les produits structurés se développent le plus. Pour compléter ce qu'a dit Jérémy, c'est vrai qu'un bon indicateur pour nous, une bonne référence, c'est le marché suisse notamment, où les taux sont bas depuis plus longtemps que nous, et effectivement le marché des produits structurés a explosé bien avant nous. Aujourd'hui, c'est vraiment un incontournable dans les allocations. Je me souviens quand je suis arrivé chez Adéquity et que je faisais des tours de table auprès de vous, vous me disiez globalement, vous étiez peut-être 20% à utiliser les produits structurés, avec peut-être en tête parfois des mauvaises aventures. Aujourd'hui, quand je fais ce même tour de table, il n'y a plus beaucoup de cabinets qui n'utilisent pas les produits structurés, que ce soit d'ailleurs en assurance vie ou en compte titre pour de la trésorerie d'entreprise, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais qui a un énorme relais pour nous tous, pour aller chercher des flux plus conséquents et avec des tickets moyens qui sont plus importants. Si je devais refaire juste un point sur quelques chiffres, sur le rendement moyen, on a régulièrement des études SRP, qui est un organisme indépendant qui recense les produits structurés. Globalement, alors c'était vrai, on reçoit tous les ans des statistiques, mais l'année dernière, on a reçu des statistiques sur une dizaine d'années. Globalement, les produits structurés, la moyenne de rendement des produits structurés tourne entre 6 et 7%. Et vous avez environ moins de 3% des produits qui ont été impactés en capital, et tout produit structuré confondu, c'est-à-dire autocall et ce qui peut être aussi des Célènes, des choses comme ça. Et cela inclut bien sûr des produits lancés en 2007-2008 avant la crise subprime. Donc globalement, la classe d'actifs performe bien dans le temps. Parfois, des produits durent un peu plus longtemps, vous le savez. Mais la moyenne de remboursement, alors j'ai fait l'étude sur nos gammes rendement et target, la moyenne de remboursement de ces gammes-là tourne à 1 an et 7 mois. Donc ça donne pas mal de liquidité aussi. C'est un des attraits, je pense qu'on va en reparler ultérieurement également. Ok, donc pour compléter ces chiffres, disons plutôt mondiaux, nationaux, européens, à côté de nos amis Adéquity et Privalto, on a Ginko du Crédit Mutuel, gamme exclusive donc pour vous CGP. Si vous voulez, nous en domestique, sur la gamme Ginko, on bénéficie de toute l'expertise domestique du groupe, puisque le groupe a plus de 9 milliards d'encours sur des produits structurés depuis maintenant plus de 15 ans, une collecte annuelle autour du milliard entre les réseaux de distribution internes et puis la banque privée. Pour ce qui nous concerne, nous, sur le développement externe, on a une collecte 2021 autour de 150 millions, on ambitionne 400 l'an prochain. Donc on s'inscrit dans tout ce qui a été décrit, dans tous ces chiffres assez ambitieux et de développement positif sur cette classe d'actifs. Pour ce qui concerne la typologie de produits, disons, on est bien évidemment sur des produits un peu plus longs, hein, vu la construction des produits. On a sur des produits avec des airbags, avec plutôt autocall, des produits aussi où il y a des périodes de ce qu'on appelle non-call 2 ou 4 ans, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui de plus en plus des produits qui sont bloqués pendant une période déterminée pour accompagner peut-être un marché qui peut peut-être être un peu dans un sens inverse sur les années à venir. Enfin voilà. Donc globalement, c'est un marché qui est vraiment en développement, en tout cas chez nous aussi, avec des volumes très intéressants et bien évidemment avec le cortège, je dirais, de PNB que ça peut apporter à un établissement bancaire, bien évidemment. On a parlé de Tobad qui explique l'évolution, la progression de la classe d'actifs. Quelles sont les autres évolutions de marché qui font que la classe d'actifs prend de plus en plus d'ampleur dans les portefeuilles? Alors, moi j'ai commencé chez Privalto en 2010. À ce moment-là, l'activité, elle consistait à lancer principalement des produits de campagne. Donc vous aviez une dizaine de produits de campagne, quinzaine de produits de campagne, commercialisés en assurance vie chez tous les assureurs. Et les CGP, finalement, se servaient et collectaient sur ces produits. Progressivement, et c'est devenu très net dans l'activité aujourd'hui, on est passé à un marché de produits dédiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les CGP, une majorité de CGP, quand ils travaillent sur cette classe d'actifs, ils veulent faire leurs propres produits
leur cahier des charges, le niveau de coupon, la formule qu'ils veulent offrir à leurs clients. Donc ça, c'est un changement qui est assez net, qui d'ailleurs se traduit par une explosion des volumes de produits. Je crois qu'il y a eu 1600 produits émis en France au premier semestre. Donc c'est des volumes d'émissions qui sont records, qui d'ailleurs saturent parfois les équipes de référencement chez nos amis assureurs, qui doivent gérer un nombre de produits beaucoup plus important. Donc voilà, une dominante forte sur le sur-mesure. Je dirais que ce qui a contribué à cette montée en puissance, c'est ce que tu disais, Jean-Charles, c'est le track record. Aujourd'hui, vous êtes sur une classe d'actifs qui, quelles que soient les configurations de marché qu'on a connues sur les 10 dernières années, arrive à vous délivrer du 6 à 7% par an, sur des marchés stables, sur des marchés qui ont connu une crise d'entrée de jeu, qui ont rebondi après. Voilà, il y a eu 2500 produits remboursés au premier semestre. Et dans ces produits-là, ce qui est intéressant de noter, parce qu'à la limite, faire 7% par an quand les marchés montent, tous les asset managers peuvent le faire. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder des produits qui ont été lancés en 2015 et en 2018, donc qui ont duré un petit peu, puisqu'ils ont été remboursés en 2021. Ces produits-là ont délivré des plus-values de l'ordre de 30 à 40%. Alors que quand vous regardez le marché de date à date, 2015-2018, donc qui ont connu des crises à certains moments, c'est des marchés qui sont en légère hausse ou quasi stables. Donc réussir à avoir une classe d'actifs qui vous protège votre capital en cas de baisse, qui vous délivre de la perf sur des marchés qui peuvent être erratiques, qui connaissent des cycles, et quand vous êtes remboursé, vous récupérez tous les coupons que vous avez manqués dans le début de vie du produit, c'est vraiment devenu une solution qui s'est imposée dans les portefeuilles des CGP. Donc ce track record, cette capacité à proposer beaucoup de sur-mesure, et enfin, je dirais, le contexte de l'épargne, de l'investissement en Europe et en France. On a des assureurs qui essayent d'orienter les flux des fonds en euros vers les unités de compte. Donc vous avez les structurés comme l'immobilier, comme le private equity qui montent en puissance dans les allocations. Alors on a l'avantage de participer assez régulièrement à des cursus de formation validantes auprès de vos associations professionnelles. Je pense que le succès aussi des produits structurés, il vient aussi du fait de la pédagogie avérée qu'on essaye d'apporter un peu à tout le monde. Alors d'abord à vous, CGP bien évidemment, et après par corrélation auprès de vos clients finaux. Donc il y a de gros efforts de pédagogie, il y a de gros efforts aussi dans la formulation des fiches techniques, des brochures, qui font qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un goût plus avéré pour cette classe d'actifs. Il y a bien évidemment un effet de mode, bien évidemment, je crois qu'il faut rester tout à fait objectif par rapport à ça, qui est en fin de compte le fruit en fin de compte de la complétude de l'offre. Plus il y a d'offres, plus, je dirais, on pourra les comparer, plus on pourra les comprendre, plus on pourra les faire siennes, et par voie de conséquence, peut-être mieux les vendre. C'est aussi bien évidemment, comparativement à peut-être d'autres formules de placement, des histoires à raconter. Un produit structuré, c'est avant tout une échéance finale, des promesses de rendement, des promesses de protection, des promesses de comportement sous-jacent, et donc une histoire complète à raconter. Donc contrairement de façon complémentaire à une autre classe d'actifs où on sera complètement directionnel sur un marché et où on subira les hausses, les baisses, les anticipations, la qualité de la gestion et ainsi de suite. Donc sur un produit structuré, il y a un début, il y a une fin. Une fois que l'histoire elle est passée, on passe à un autre produit structuré. Donc ça apporte aussi certainement de la visibilité et peut-être de l'appétit. Le problème aussi, c'est que on se rend compte, et là c'est un peu redondant avec ce qui a déjà été dit, mais ça apporte peut-être une autre conclusion, c'est que aujourd'hui, vu l'environnement taux bas, voire négatif, puisqu'il faut quand même nommer les choses, la vraie vie elle est plutôt négative encore, on retrouve aujourd'hui un nouveau candidat à la souscription de produits structurés, c'est la gestion de trésorerie d'entreprise. Alors nous, en tout cas au Crédit Mutuel, chez Crédit Mutuel IM et au Crédit Mutuel de façon CIC de façon large, on est très précautionneux par rapport à ça, parce qu'on change, vous savez, pour ceux qui font du vélo, on ne change pas de braquet dans la montée. Donc voilà, on est bien évidemment à l'écoute. Encore ce matin, dans les allées du salon, là, on en parlait avec des contacts qu'on a rencontrés. C'est une vraie problématique, c'est une vraie demande, c'est un vrai sujet. Il appelle, de notre part en tout cas, beaucoup de prudence. Comme dit, on ne change pas de braquet dans la montée. Je rebondis sur l'histoire à raconter. Je trouve que c'est très vrai parce qu'on peut raconter une histoire non seulement sur le sous-jacent qu'on utilise, mais aussi sur la structure qu'on a décidé de mettre en place. Et c'est aussi ce qui fait
succès des produits structurés, c'est qu'on s'adapte tout le temps aux conditions de marché. Oui, c'est vrai, quand il y a moins de volatilité, on a moins de jus aussi pour créer des produits, mais on sait se réinventer. Et je pense qu'aujourd'hui, vous interrogez n'importe quel producteur de produits structurés, il va vous dire je vais privilégier des produits qui distribuent dans la baisse, parce que j'anticipe peut-être que les marchés vont baisser, on estime que c'est peut-être un peu haut, on verra ce qui se passe par la suite, mais un produit qui distribue des coupons, c'est toujours très rassurant puisque le marché baisse. Globalement, l'allocation d'actifs va se dévaloriser. Eh bien, on va apporter une bonne nouvelle puisqu'on va délivrer un coupon de 1,5 tous les trimestres, etc. Donc ça, c'est très apprécié globalement par les clients finaux, mais aussi par vous. On met en place tout un tas d'outils, notamment les rappels, ce qu'on appelle les rappels dégressifs que certains d'entre vous utilisent, où on se dit on fait baisser le seuil de remboursement par anticipation avec le temps qui passe. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on utilise énormément cette année, et je pense pas que chez nous. Et donc, vous racontez une histoire à votre client en disant « Ok, vous lisez dans la presse que les marchés sont au plus haut, mais nous, on va créer une structure qui va vous permettre de gagner 6, 7, 8%, même si le sous-jacent est en baisse dans les prochaines années. » Donc ça, c'est assez agréable. Et ce qui explique aussi un des succès des produits structurés, et je terminerai là-dessus, c'est un peu... Je dis souvent en rigolant, mais on est un peu bipolaire sur cette classe d'actifs parce que quand les marchés secouent, finalement, on est assez content parce que ça nous donne du jus pour la création des produits. Donc on l'a vu l'année dernière, qui était déjà une année record pour nos maisons. Quand les marchés baissaient de 30-40%, on arrivait à sortir des produits avec des rendements qui tournaient autour de 15-20% sur certains sous-jacents, parfois même plus. Des produits qui sont sortis tous au bout d'un an. Et cette année, vous avez donc l'effet positif de cette sortie au bout d'un an qui fait que vos clients en redemandent et du coup, on raconte une nouvelle histoire en disant voilà, les marchés sont plus hauts, on va s'adapter à ça, on va sortir moins de rendement, mais quelque part dans un niveau de taux à zéro, sortir du 6%, ça reste extraordinaire. Pascal, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, juste 2 petits éléments encore en rajout à ce qui a été dit là de façon très positive. La première, c'est que effectivement, et dans les présentations, ça a été aussi déjà rappelé, c'est l'accès à toute la compétence et le savoir-faire des salles de marché. Donc effectivement, le fait de pouvoir traiter en produits structurés, le fait de pouvoir y accéder, de pouvoir y souscrire, permet de bénéficier, disons, de toute la valeur ajoutée d'une salle de marché. C'est peut-être pas toujours intuitivement, disons, le placement qui est le plus recherché par les clients finaux et peut-être par vous, CGP. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est, et on en reparlera certainement encore un petit peu, c'est que quand on fait un produit structuré, dans la très grande majorité des cas, on prête son argent à un émetteur de dette. Ce qu'on appelle le rating de l'émetteur. Donc là, c'est vrai que prêter son argent à une banque ou à une autre, pas de procès d'intention et pas de gradation dans mes propos, ça peut permettre aussi, je dirais, d'apporter un effet rassurant sur le mécano d'option et sur je dirais, le comportement éventuel d'un produit structuré qui, je le rappelle, reste bien évidemment, même s'il est des fois littérairement compréhensible, un produit complexe, bien évidemment. Donc la qualité de l'émetteur, la qualité de la banque à laquelle on va prêter son argent au-delà de tout le discours et de tout le mécano d'option et de toute la structure qui peut être bien évidemment très, très, très rémunératrice. Et puis cet accès, je dirais, à une salle des marchés, à une expertise de salle des marchés, par exemple celle de chez nous du CIC. Juste une anecdote. Ça m'est arrivé d'aller voir un beau cabinet CGP en PACA qui ne faisait jamais de produits structurés. Donc chaque fois que je faisais un déplacement, j'allais le voir pour discuter. Mais je savais qu'on n'allait pas beaucoup parler boulot. Et en fait, à ma grande surprise lors d'un rendez-vous, je vois ce CGP qui me dit « Tiens, j'ai souscrit un produit structuré de ta gamme ». Donc j'y vais avec un peu d'étonnement parce que je me disais quand même, ça fait des années que je viens le voir, il n'a jamais voulu faire de produits structurés et il en choisit un sans me dire au sein de ma gamme. Donc je lui ai dit avec curiosité, qu'est-ce qui a fait que sur ce produit-là, sur cette formule, tu as eu envie de le proposer à tes clients. Et en fait, il a eu une analyse, un raisonnement que je trouve intéressant. Le produit, c'était une formule type Phoenix, d'accord, donc qui est un produit classique qui distribue un coupon de 6 ou 7% jusqu'à 20% de baisse du marché. Voilà, avec le remboursement si le marché est stable. Donc rien de révolutionnaire. Et en fait, dans son analyse, ce qu'il me disait, c'était que
il raisonnait en fonction des scénarios de marché. Il disait, en cas de marché très haussier, finalement, je n'ai pas besoin de produits structurés dans mes allocations parce que je vais avoir des fonds longs actions qui vont faire le job et qui vont délivrer une performance supérieure à ce que les structurés peuvent verser. Inversement, en cas de scénario de marché très baissier, il a son fonds en euros, il a des long shorts, il a des fonds obligataires qui lui permettent de répondre à ce contexte-là. Et il me disait que paradoxalement, en cas de marché légèrement baissier, donc un marché entre 0 et moins 20, il voyait finalement pas d'autre UC capable de lui délivrer chaque année un coupon de 6 ou 7%. Donc c'est cette capacité à délivrer de la perf avec un moteur qui n'est pas directionnel, en légère baisse de marché, il offrait le coupon à ses clients. C'est ça qui l'avait convaincu d'aller sur ce type de produit. Donc je trouvais que c'était une analyse intéressante. Et puis depuis, donc, il en fait régulièrement. Et le marché légèrement atone qu'on a connu entre 2015 ou 2018 et aujourd'hui, avec des phases de hausse et de baisse, lui ont plutôt donné raison. Il a touché ses coupons à chaque fois. Ok, justement, là, c'était l'exemple que vous donniez, Jérémy, c'était un exemple de produit assez simple. Quelles sont les dernières innovations en termes de produits structurés sur les sous-jacents, les indices conçus par vos maisons et aussi dans les mécanismes utilisés par les différents produits? Alors, en France, l'innovation, elle est principalement indicielle sur des sous-jacents, puisque le régulateur, finalement, nous impose une contrainte en termes de nombre de mécanismes. Vous savez que pour qu'un produit structuré fasse appel public à l'épargne et soit éligible chez la majorité des assureurs, il doit comporter 3 mécanismes, au maximum 3 mécanismes de calcul. Le remboursement anticipé, c'est un mécanisme, le remboursement à échéance, c'en est un autre, et l'indice peut représenter aussi un indice si ce n'est pas un indice classique. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a très peu de produits sur l'indice Eurostoxx 50. Je crois que sur 400 produits émis cette année par Privalto, on en a lancé 2 sur l'Eurostoxx. Donc c'était vraiment cahier des charges obligatoires. Le coupon était à 3,5% et la protection à moins 30. Donc pas du tout ce qui était le plus compétitif. Se sont développés d'autres gammes d'indices, des indices à dividendes synthétiques. Je crois que c'était l'objet d'une question après. On va dire en termes de virage sur l'innovation, il y a clairement un virage sur l'ESG qui peut porter soit sur des indices qui sont proposés, soit sur les programmes d'émission. On a émis chez Privalto des produits structurés au format Green Bond. On a aussi des partenariats avec Reforest Action qui permet pour chaque part de produits structurés achetés finalement de participer, de contribuer à la reforestation dans certaines régions. Donc voilà, clairement un virage ESG, une innovation indicielle. Et la dernière innovation qu'on peut trouver, elle porte plutôt sur un segment d'activité à part entière qui est la trésorerie d'entreprise, où là vous avez des produits un peu plus sophistiqués, des produits à composante obligataire, des repacks, des target notes qui servent à viser des rendements inférieurs à ce que vous trouvez dans l'assurance vie, mais sur lesquels on voit des beaux volumes. Donc c'est des produits où vous visez entre 2 et 4% par an avec un risque obligataire. Voilà. Alors, sur l'innovation, côté ESG, pour le coup, ça fait vraiment partie de notre ADN. On parlait des indices maison. C'est, pour le coup, on en est plutôt fiers. On a créé le premier indice maison en 2014 à la Société Générale, qui est l'Euro eStocks WC50. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Pour compléter ce qu'a dit Jérémy, d'ailleurs, cette année, c'est moins de 15% des produits structurés qui sont construits sur Eurostoxx 50. Donc on voit qu'il y a vraiment un biais qui a été pris sur des indices maison. Et d'ailleurs, c'est 90% des produits structurés qui sont construits sur des sous-jacents indiciels ou fonds, versus 10% sur des autocalls sur une action ou plusieurs actions, des worst of, des choses comme ça. Donc on voit vraiment le marché qui bascule sur ces indices decrement qui nous permettent, nous, salle de marché, d'avoir une meilleure visibilité sur les couvertures et du coup de dégager une meilleure rentabilité ou une meilleure sécurité pour le client final, puisqu'on va souvent réinjecter une grosse partie du gain de pricing dans la sécurité avec des protections du capital les plus basses possibles, notamment, en tout cas en ce qui nous concerne, des protections à moins 50 sur quasiment la totalité de nos produits sur indice. Donc ça, c'est effectivement
une innovation, mais qui n'en est quasiment plus une. C'est quasiment une norme de marché. Il y a effectivement un biais ESG, alors qui va être de plus en plus fort, puisque globalement, l'année prochaine, vous allez, vous, CGP, à partir de l'année prochaine ou dans 2 ans, vous allez devoir justifier que vous ne mettez pas un investissement ESG dans vos portefeuilles, dans votre lettre de mission. Alors, les structurés ne sont pas concernés dans un premier temps, mais on peut imaginer qu'ils le seront ensuite. Et donc, de fait, le marché va basculer assez naturellement vers des indices ESG. Ces indices ESG sont à forte composante indice maison. Donc, de fait, on va travailler de plus en plus sur ces indices-là. Sur l'ESG, je rejoins Jérémy aussi là-dessus. On travaille aussi sur différentes notes et notamment là-dessus, on a notre prochain produit de gamme, le rendement trimestriel dégressif EWC Octobre, avec lequel on a noué un partenariat avec la Croix-Rouge française. Donc là-dessus, Société Générale s'engage à verser 0,20% du nominal qui est collecté sur le produit. Donc effectivement, ça se voit de plus en plus. Et ce que j'apprécie, et sans bullshit de notre part, ce que j'apprécie, c'est qu'au moins c'est des choses concrètes. C'est-à-dire que souvent, quand on parle d'indice ESG, on parle d'actions qui sont best in class, c'est-à-dire qu'on va finalement retirer les moins bons élèves, mais globalement, si vous comparez un indice ESG classique avec un indice type Eurostoxx, vous retrouvez quand même une belle majorité des titres dans ces indices-là, pour des raisons de liquidité, etc. Le fait de travailler sur des émissions avec des partenariats, que ce soit avec Reforest Action, la Croix-Rouge française, etc., au moins vous savez que vos clients ont un impact concret sur une thématique qui peut leur plaire, en tout cas. Donc ça, c'est effectivement une belle innovation. Et enfin, innovation un peu plus technique, on va dire, on commence à travailler sur des sous-jacents au format fonds, puisque vous l'avez probablement vu l'année dernière, vous avez vu naître le fonds Euroévolution qu'on a créé en octobre 2019, qui a été le sous-jacent, le deuxième sous-jacent le plus utilisé en 2021 en tant que de sous-jacent de produits structurés, qui est un fonds de valeur de croissance globalement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on commence à voir naître ces nouveaux sous-jacents. Et d'ailleurs, à titre indicatif, nous venons de lancer notre dernier fonds, notre nouvelle génération de fonds, qui est un fonds thématique. On essaye de surfer sur la vague des thématiques. Je crois que beaucoup d'entre vous travaillent avec des belles maisons comme Pictet, Thematics, etc. On essaie de surfer sur cette vague-là. Et donc, on a lancé le fonds Quadrant, qui est multithématique. Donc, on va travailler sur la digitalisation, la transition écologique, la transition démographique avec le vieillissement de la population, la génération Z qui ne travaille pas forcément comme les anciennes générations. Ça, et enfin, tout ce qui est nouvelle économie, c'est-à-dire uberisation, travail à la maison, etc. Donc, ces 4 thématiques-là qui sont travaillées dans ce fonds. Et donc, vraiment, je pense que nos maisons, et je parle en règle générale, essayent de trouver des belles innovations pour aller chercher de la performance et surtout continuer à raconter des histoires sur nos sous-jacents et que vos clients soient contents et aient des belles performances. Très bien. Alors, je ne sais pas très bien comment vous le dire, mais en tout cas, simple, compréhensible, évolutif. Voilà ce qui nous décrit. On a voulu positionner notre gamme de produits structurés. Chronologiquement, on a commencé pile poil en mars 2020. Ça doit vous rappeler quelque chose. Donc, on n'a pas encore eu l'occasion de venir tous vous voir, mais on s'y attelle. Donc, par contre, si vous voulez, dans l'exhaustivité de notre offre, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, il y a des offres étagères, c'est-à-dire des offres de campagne, et il y a bien évidemment la réponse à des cahiers des charges dédiés. Dans les 2 cas, ce qui nous caractérise, c'est que dans les 2 cas, chaque fois qu'on a émis, bien évidemment sur des solutions dédiées, c'était bien évidemment en réponse à des cahiers des charges bien précis, mais aussi pour les campagnes étagères, ça a chaque fois été sur un produit simple, un sous-jacent simple, une action du CAC 40, voire de l'Eurostoxx 50, un indice simple, le CAC 40, l'Eurostoxx 50, voire le CAC 40 ESG, puisqu'on a bien des maîtres sur le CAC 40 ESG. Pourquoi ? Parce que cette lisibilité, cette compréhension, cette simplicité,
elle ne vient pas forcément seulement de nous, c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup et c'est là-dedans qu'on a inscrit, disons, le développement de notre gamme de produits structurés. Mais elle vient essentiellement des référendums, des questions qu'on a posées lors de nos tournées. Et par exemple, les 2 produits structurés de campagne qu'on a commercialisés en 2021, c'est un autocall sur Bouygues, né à Aix-en-Provence pendant une réunion avec des CGP. Le deuxième, un autocall sur Volkswagen, trimestriel, barrière à 60, né d'une réunion à Rennes, un CGP, 2 CGP qui avaient l'air assez d'accord pour faire ça. On a mutualisé ça à tout le monde. Quand on répond à des cahiers des charges de produits dédiés, aujourd'hui c'est quasi exclusivement, je parle de distribution externe, quand on répond à des cahiers des charges et des demandes dédiées, c'est quasi exclusivement que des actions précises, Total, BNP, Carrefour, avec des histoires extrêmement simples à raconter. Pourquoi ? Parce qu'on le disait déjà plusieurs fois, quand on rentre dans un produit structuré, autant en rentrer de façon, je dirais, hygiénique, pour pouvoir en sortir, le cas échéant, de façon hygiénique. N'oublions quand même pas une chose, on l'a déjà dit, et on le rappellera certainement encore plusieurs fois, l'essence, le kérosène des produits structurés, c'est la volatilité. Si la volatilité est présente sur des indices connus, c'est assez aisé, disons, de commercialiser des produits structurés sur l'Eurostoxx 50 et sur le CAC 40. Si elle commence à se raréfier, forcément, chasser le naturel revient au galop, on va chercher des sous-jacents qui présentent des niveaux de volatilité qui sont un peu plus, je dirais, propices à fabriquer des structures qui présentent des niveaux de coupons plus intéressants. Vu l'état des marchés, vu la hausse continue des marchés, vu le manque de volatilité, vu la pédagogie qui n'est peut-être pas complètement avérée pour tout le monde, il nous paraît à nous important que l'innovation pour nous soit celle de la simplicité, de la compréhension et de l'évolution. On saura être très évolutif, on a un retour et une antériorité très importante sur les produits domestiques. Je prends un exemple, des choses qui ne vous parleront peut-être pas, mais quand on parle d'innovation, on a vendu, on a commercialisé, distribué des monceaux de MTN sur de la CLN, Credit Link Note, sur de l'ITRAX 125, donc de la dette corporate européenne investment grade, donc ce qui se fait un peu mieux comme dette corporate européenne, avec des niveaux de coupons très intéressants et même des abattements de défauts. Donc je fais un peu rapide, mais en termes d'innovation, on est bien évidemment pas en reste, bien au contraire, on a même sur des structures qui peuvent être, je sais qu'elles sont extrêmement courues, c'est des noms qui pour certains d'entre vous ne voudront pas dire grand-chose, mais des structures de skew, c'est-à-dire quand on a des structures d'arbitrage pur, quand on arbitre par exemple un indice contre ses composantes, on n'a pas de risque on n'a pas de risque avéré sur la structure, juste pendant sa durée de vie, elle peut bouger, mais par contre elle est capital garanti à la fin. Donc ce genre d'innovation, on l'a depuis très longtemps en domestique, on l'appliquera certainement aussi si la demande émane depuis les CGP ou depuis les gens à qui on adresse. Mais aujourd'hui, notre ADN, c'est simple, compréhensible, évolutif. Et je pense qu'on restera certainement encore un petit bout de temps là-dessus. Juste pour rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que nos maisons ont un avis plutôt divergent là-dessus. On a fait l'exercice sur tous nos produits de gamme rendement target là, depuis une dizaine d'années. On fait quand même un constat, c'est que aujourd'hui, j'ai les chiffres exacts au pourcentage près, je les ai pas, mais 90%, c'est 88 et quelques, je crois, 88% des produits sur indice maison et indice classique ont été remboursés. Et si les marchés restent comme ils le sont, on vise un 100% d'ici 6 mois, 1 an. Donc on voit que globalement ces indices fonctionnent bien, les produits structurés indexés à ces indices fonctionnent bien tant qu'ils sont travaillés de manière intelligente, alors que si on regarde, on a aussi fait des produits de gamme sur action parce que vous êtes friand de raconter une histoire effectivement sur Volkswagen ou sur Total et des titres que tout le monde connaît comme ça. Mais si on fait le constat, sur les produits de gamme, seulement 55% des produits sur action ont été remboursés par anticipation et notamment parce que vous n'êtes jamais à l'abri quand vous construisez un produit sur une seule action que cette action reste au tapis pendant de nombreuses années pour la simple et bonne raison. Volkswagen, c'est un super exemple. Il y a le Dieselgate qui vous tombe dessus. Votre produit est scotché pendant de nombreuses années. Vous avez Total qui, alors c'est moins vrai depuis quelques jours parce que ça s'est pas mal repris avec la hausse du pétrole, mais Total est moins en vogue en ce moment puisque c'est pas vraiment une boîte qui est très typée ESG, on va dire.
eh bien, les flux ne vont pas vers Total. Donc, de fait, votre valorisation reste plutôt basse malgré des hausses de marché. Donc, c'est un peu le danger, en tout cas, qu'on voit, nous, à travailler sur une seule action. C'est intelligent de le faire sur une toute petite partie de son allocation, et le maître mot reste quand même la diversification. Donc, ça peut être utiliser plein de produits sur une seule action, ou alors tout simplement des produits sur indice qui ont montré qu'ils performent bien. On va dire, pour résumer, si vous avez des clients qui ont des convictions fortes sur un titre ou sur un secteur, un produit structuré sur une action, sur un panier d'actions peut être proposé. Par contre, si vous avez des clients qui veulent un placement plus profil patrimonial, avec l'objectif de faire 6 ou 7 par an, vous n'avez pas besoin de prendre un risque sur une valeur pour avoir ce taux-là. Vous pouvez aller le faire sur des indices. Et sur ces indices à dividendes synthétiques, on a vraiment regardé 2020, c'est un très bon exemple, parce qu'on a eu à la fois une très forte baisse et une très forte remontée. Donc c'était l'année parfaite pour regarder le comportement de ces indices et le comparer avec les indices traditionnels comme le CAC ou l'Eurostoxx. On a remarqué qu'en cas de baisse, ces indices-là, comme ils étaient équipondérés, ont baissé dans une même proportion que les benchmarks, et ils sont remontés dans une même proportion aussi. Donc finalement, que vous alliez sur l'Eurostoxx en 2020 ou sur un Eurostoxx à dividendes synthétiques, à la fin, vous aviez votre remboursement en 2021. Et c'est pour ça que voilà, chez BNP Paribas, on va proposer des indices à dividendes synthétiques avec un dividende qui peut être de 5% ou plus récemment un dividende qui peut être de 50 points. Les deux méthodes ont apporté un bon résultat. On va dire que les dividendes en points sont par nature un peu plus risqués. C'est pour ça qu'on va encadrer ces produits avec des protections en capital plus fortes. Et on va essayer d'améliorer les formules, augmenter les probas de rappel si vous êtes sur ce type de sous-jacent. Mais moi, je pense vraiment que ces indices-là, à décrément, peu importe la méthode de décrément, c'est ce qui a redonné du souffle à l'ensemble de la classe d'actifs. Et quand on vous dit qu'en France, il y a 15 milliards de collectes par an sur ce marché, c'est en grande partie grâce à ces sous-jacents, grâce à ces innovations qui sont venues, qui ont permis aux formules de rester attractives et qui ont continué, preuve en est avec le track record, à délivrer le 6-7% que vous vouliez proposer à vos clients. Sans ça, on serait sur des produits sur l'Eurostoxx qui paieraient du 3,5 avec des protections à moins 30, alors qu'on est aujourd'hui sur un point de marché qui est potentiellement haut. Merci. Donc là, en ce moment, on a beaucoup de produits qui sont rappelés par anticipation. On a des marchés qui sont plus hauts. Quelles sont les attentes de vos partenaires et quels conseils on peut leur donner aujourd'hui ? Je pense que les attentes, c'est effectivement trouver des solutions de recyclage quelque part. Il faut avoir en tête que le monde évolue. Effectivement, on est toujours dans ce contexte de taux bas et qui, pour l'instant en tout cas, n'est pas prêt de changer. On parle de retour de l'inflation, de retour d'une hausse des taux dans les prochaines années. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et malgré tout ça, il faut trouver des solutions avec probablement un peu moins de volatilité. Nos partenaires privilégient bien sûr des mécanismes avec des mécanismes qui permettent d'augmenter les chances de rappel par anticipation. Ça peut être les rappels quotidiens, les rappels dégressifs, on en a parlé tout à l'heure. Pour vous donner une petite stat en plus, un rappel annuel, c'est depuis 10 ans, 22% des produits qui sont rappelés dès la première année. Quand on parle d'un rappel quotidien, on passe cette statistique à 76%. Donc ça augmente nettement les probabilités de rappel par anticipation. Sur les rappels dégressifs, c'est la même chose. On peut utiliser des mécanismes de strike min, c'est-à-dire d'optimisation du point d'entrée. On va sélectionner 2-3 dates et on va prendre le meilleur point d'entrée entre ces dates-là. Le problème de tout ça, c'est que tous ces mécanismes coûtent en structuration et du coup viennent baisser peut-être la protection du capital à maturité ou baisser le rendement, etc. etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, et ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête, mais il faut ne pas forcément avoir en tête de garder des coupons à 8-9% et peut-être être un peu plus protégé sur la structure et viser un coupon de 5-6%. 6% dans un environnement de taux à zéro, ça reste une différence énorme. Et surtout que malheureusement, aujourd'hui, vous êtes en obligation de rentrer des UC pour compléter le fonds en euros qui délivre 1% autour, peut-être moins chez certains assureurs cette année. Donc voilà, je pense qu'il faut, dans les prochains mois, savoir mettre un peu plus de protection peut-être dans ces structures et viser
peut-être un petit peu moins de rendement. Je complète, merci. Je complète, effectivement, je vois sur le marché de la gestion de trésorerie d'entreprise, on peut trouver des autocalls sur Eurostock 50 qui ont des barrières à 20-30%, c'est-à-dire qui accompagnent une baisse jusqu'à moins 70 ou moins 80, qui permettent d'avoir des coupons de 1,5 ou 2%, et qui permettent quand même, disons, d'apporter une saine diversification à ce poste de gestion de trésorerie. Je parle bien toujours de saine diversification. Donc effectivement, toujours sur ce même sous-jacent, là on voit qu'il y a aussi des acceptations de baisse de rendement. La dégressivité, bien sûr, des barrières, hein, je crois que c'est vraiment mécaniquement, disons, une bonne idée. Hein. Désolé d'être un peu redondant sur ce qui avait déjà été dit. La qualité et la simplicité de la lisibilité du sous-jacent, toujours et encore. Les fréquences aussi, hein, trimestrielles, mensuelles, nous voient, on fait pas mal de quotidiens après 1 an. Alors, juste pour votre gouverne, si vous voulez, quand vous faites un produit qui est autocollable dans 1 an, et ensuite tous les jours, et si vous faites un produit qui est autocollable dans 1 an et ensuite tous les années, on va dire que l'occurrence de rappel dans 1 an, elle est la même pour les deux. Disons, hein, je ne sais pas si j'ai été clair. Donc, je répète, si vous faites un produit rappelable dans 1 an et ensuite peut-être tous les jours, ou si vous faites un produit rappelable dans 1 an et ensuite peut-être tous les ans, à la même date anniversaire d'1 an, les deux produits ont à peu près la même occurrence de rappel. Ça, c'est, je dirais, logique, alors qu'ils vont couponner différemment. Il va y avoir une amputation quand même du coupon de l'un par rapport à l'autre. C'est logique, la structure n'est pas la même, disons. Hein. Donc, si on est dans la logique d'être rappelé dans 1 an, il vaut mieux faire celle qui est rappelable tous les ans, quoi. De la même manière, les structures sur fonds, on a dans notre gamme bien évidemment des fonds thématiques que vous connaissez bien, disons, sur lesquels on est présent déjà depuis quelques années, qui viennent de Crédit Mutuel Asset Management, qui viennent de la Banque de Luxembourg Investissement. On a un fonds flexible, Global Flex de la BLI, qui se comporte éminemment bien, qui a une antériorité très importante sur laquelle on réfléchit pour apporter, je dirais, une structuration intelligente sur ce fonds. De la même manière, ce fonds BL Global Flexible, on en parlait ce matin, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais il y a Funds for Good, qui est une déclinaison intelligente en fin de compte du fonds BL Global Flex, qui va avoir un impact sur créer une entreprise, faire un prêt d'honneur. Enfin, il y a toute une logique, disons, qui s'inscrit dans ce qui peut s'appeler des fonds à impact dans la vie de tous les jours. Donc, on réfléchit bien évidemment à structurer ce genre de choses. Il faut que l'équation, elle tienne. C'est-à-dire il faut que vous puissiez gagner votre vie, il faut que la structuration de ce genre de fonds donne et soit appétissante à la commercialisation, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut rajouter à ce qui a déjà été dit, mais bien évidemment d'accord avec ce qui a déjà été dit. Alors, en conclusion, 3 conseils. Le premier, ce serait de toujours diversifier vos allocations. Les produits structurés, c'est une classe d'actifs sur laquelle vous pouvez avoir un risque de perte en capital si les marchés baissent de façon extrême. Donc, on recommande toujours de garder des allocations UC entre 10 et 20% sur cette classe d'actifs déstructurés. Le deuxième conseil, ce serait de privilégier toujours les produits long terme. Pourquoi ? Parce que si les marchés commencent par baisser, vous aurez du temps pour profiter d'un bond et reconstituer votre performance grâce à un mécanisme qui, pour moi, a énormément de valeur sur la classe d'actifs déstructurés, qui est les coupons, qui sont les coupons à effet mémoire. Cet effet mémoire, il vous permet, comme je le disais en intro, de rattraper toutes les années de marché négatif. Et à la différence d'un OPCVM, par exemple, si vous rentrez sur un OPCVM, le marché baisse, il revient à son niveau de départ, votre performance, c'est 0 si vous avez gardé le produit en portefeuille. Sur un produit structuré, si cette période-là dure 3 ans, vous êtes rémunéré 3 coupons de 6, de 7%. Donc vous êtes sur une classe d'actifs qui vous rémunère pour l'attente avant que le produit soit remboursé. Et le troisième conseil, ce serait qu'en fait, il y a plusieurs façons de travailler sur cette classe d'actifs, des produits dédiés, des produits de campagne, un schéma en direct avec les émetteurs. Vous pouvez aussi faire appel à des brokers, des intermédiaires qui sont en architecture ouverte et qui travaillent avec toutes les banques. C'est-à-dire que moi, mon conseil, ce serait, vous pouvez choisir le circuit que vous préférez à partir du moment où l'interlocuteur vous apporte une valeur ajoutée et avec lequel vous êtes en confiance. Voilà, c'est un partenariat de confiance, c'est ce qu'on essaye de faire chez Privalto en accompagnant les CGP depuis plus de 10 ans. C'est une culture de partenariat long terme, on n'est pas dans le deal à deal. Moi, j'ai des partenaires qui me demandent en ce moment s'ils doivent faire des produits. La première question que je leur pose, c'est est-ce que c'est impératif de le faire aujourd'hui ? Les marchés sont hauts, on n'a pas de volatilité, pas de taux, donc les moteurs pour structurer ces produits ne sont pas excellents aujourd'hui.
Donc finalement, si l'année de produits structurés s'est bien faite, pourquoi pas attendre peut-être un point de marché, un point d'entrée plus intéressant début 2022 si c'est propice. Donc voilà, c'est pas du deal à deal. L'idée, c'est plutôt de vous apporter le meilleur conseil dans le temps pour avoir ces partenariats dans la durée. Merci. Donc il nous reste un quart d'heure. Je ne sais pas si dans la salle il y a des questions, si vous souhaitiez revenir sur certains points qui ont été évoqués. Moi, je voudrais juste, permettez-moi juste rajouter une chose. Vous êtes tous et toutes peut-être, et c'est une bonne idée, clients à titre privé ou professionnel du groupe Crédit Mutuel CIC. Peut-être que prolonger le discours avec des produits structurés qui sont émis de la banque dont vous êtes propriétaire, puisque tel que le dit l'adage, les sociétaires sont propriétaires de la banque. Je crois que chez BNP Société Générale, il faut acheter une action pour être propriétaire de la banque. Là, vous n'avez pas besoin d'acheter d'action, vous êtes propriétaire de la banque, ça c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, c'est un peu ce qu'on met en avant, c'est cette sincérité, cette fiabilité, cette robustesse, cette simplicité qui permet, disons, de capitaliser sur le fait qu'on est plutôt content d'être client du Crédit Mutuel et du CIC. Voilà ce qu'on voulait juste rajouter sur la complétude de l'offre, sur des intervenants qui ont une antériorité bien évidemment beaucoup plus importante que nous. On vient en toute humilité sur ce marché-là, on essaye. Nous, ce qui nous caractérise vraiment, c'est d'aller vous voir et de vous écouter, quoi, disons. Et nos produits naissent souvent de ce que vous nous racontez. Donc encore une fois, si vous avez des questions, des points que vous souhaiteriez aborder avec nos trois intervenants. Monsieur, ouais. Oui, bonjour, Amaury Berthaud, Xis. Moi j'ai une question qui revient et qui s'adresse plutôt à BNP ou à Société Générale, qui revient sur le débat sur les indices à dividendes synthétiques et les indices plutôt purs. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'on a des pricing à niveau de marché à peu près équivalents sur les indices CAC ou Eurostoxx qui sont très dégradés. Je voulais savoir si on retrouvera un peu d'agressivité de la part de vos équipes de trading sur ces sous-jacents-là, parce que tous les clients ne peuvent pas acheter de l'indice à dividendes synthétiques. Et est-ce que vous pensez que ce ne sera pas le cas ? Écoute, nous, on a suivi de près cette question chez BNP parce qu'on a parfois des demandes de CGP qui ne veulent structurer que sur Eurostoxx ou sur CAC 40. C'est vrai qu'on a une contrainte de book de trading sur ces sous-jacents. On a des books de trading qui sont finalement assez chargés. Et on se rend compte, c'est une des leçons qu'on tire de 2020 et une des leçons que vous n'avez peut-être pas ressenties puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'en discuter, mais il faut savoir que quand en 2020, la majorité des entreprises révisent leurs dividendes à la baisse ou les annulent, c'est potentiellement des centaines de millions d'euros de pertes dans les départements de trading des banques. Et ces pertes se sont logées principalement sur des produits sur actions et sur des produits adossés à l'Eurostoxx ou au CAC 40 qu'on avait en book. Donc voilà, c'est ce qui explique le peu d'appétit qu'on avait sur ces sous-jacents. Ce qu'on remarque, c'est que le peu de fois on a pu avoir d'un peu de volatilité sur les marchés, on teste systématiquement comment ressortent les formules d'autocall sur l'Eurostoxx et sur le CAC, et on est toujours déçu. On est toujours déçu du montant des coupons, on est déçu des couples rendement-risque, et on trouve finalement que les bons indices synthétiques du marché arrivent à faire le job, et c'est une question de pédagogie. Si je te parle de l'indice Sofrance 20 qu'on a chez nous, il fait, que tu le regardes sur 2 ans, 5 ans, 3 ans, il fait comme le CAC 40. Pourquoi ? Parce qu'en étant sur les 20 premières valeurs du CAC, tu vas extraire comme ça de la performance, tu génères de la surperf par rapport au CAC qui est un indice assez binaire. Il y a un dividende synthétique de 5%, et pourtant il performe aussi bien que l'indice. Voilà. Nous, c'est plutôt ces solutions-là qu'on va essayer de mettre en avant, parce que pour l'instant, et en faisant le test régulièrement, sur le CAC 40 ou l'Eurostoxx, on n'arrive vraiment pas à trouver des coupes rendement-risque attractifs. Pourtant, les books, ils ont dû diminuer avec les autocollabilités des produits. Aujourd'hui, vous devriez avoir des pauses en trading sur ces indices qui sont beaucoup plus faibles que celles que vous aviez il y a un an. Et effectivement, je comprends cette problématique des dividendes, mais dans un marché élevé, moi j'ai certains clients qui ont du mal à aller sur des indices à dividendes synthétiques compte tenu du levier et du risque que le client prend sur le dividende réalisé. Je rejoins Jérémy sur ce qu'il vient de dire. Et certes, les books de trading ont diminué sur Eurostoxx, mais en fait, comme on l'a évoqué,
On fait aussi de plus en plus de produits sur action parce qu'on va chercher des sous-jacents avec de la volatilité. Et souvent, d'ailleurs, ce sont des gens qui ne veulent pas faire d'indice maison, qui se dirigent vers une action puisque le sous-jacent est dit pur. Et de fait, du coup, on rentre beaucoup plus de produits sur une seule action ou sur plusieurs actions. Et donc, en fait, ça revient à rentrer le même risque dans les boucles de trading. Et ça, je réinsiste dessus, mais en fait, quand une banque a des positions comme les nôtres sur des produits structurés et qu'on ne touche pas une partie des dividendes, bah de fait, ça nous vaccine un peu à revenir massivement sur des indices classiques. Et finalement, le client s'y retrouve puisque le gain de pricing à aller sur des indices maison est énorme. Et il est d'autant plus gros quand les marchés sont bas. Et j'ai envie de dire, quand les marchés sont bas, il a quand même plus de chances que ça remonte. Donc, à la limite, c'est là où il y a le moins de risque d'aller sur des indices maison. Après, si tu es prêt à avoir un produit sur Eurostoxx avec un coupon de l'ordre de 5% par an, un rappel qui va être plutôt annuel, une protection entre moins 30 et moins 40, voilà, c'est pas la formule la plus compétitive, mais ça, on peut encore y arriver. Et peu d'upfront. D'autres questions ? Merci beaucoup, merci de votre attention. Merci à tous. Merci. Merci Pascal. Merci, Jérémy.